Il y a l'idée Requiem pour un fou, 1976, et on va parler des fous justement avec vous, Alexandre Massé-Dubois, journaliste et auteur de En devenir fou dans la peau d'un schizophrène aux éditions Phébus. Bonjour Alexandre Massé-Dubois. Alors vous avez eu un projet assez dingue, c'est le cas de le dire. Vous vous êtes infiltré dans un hôpital psychiatrique, vous vous êtes fait passer pour un fou. Et ça vous a permis un petit peu d'explorer cet univers des asiles psychiatriques. Oui, exactement. Alors j'ai fait cette expérience, puis cet ouvrage pour plusieurs raisons. J'ai des amis qui sont passés par l'hôpital psychiatrique et qui m'ont raconté un peu comment ça se passait à l'intérieur. Donc des prises de traitement extrêmement lourds, un manque d'accompagnement, de psychothérapie. Et puis en tant que journaliste, comme vous, je pense si on suit régulièrement les tribunes signées par les psychiatres eux-mêmes, par les infirmiers, qui dénoncent le manque de moyens de la psychiatrie. La psychiatrie, c'est le parent pauvre de la médecine. Et je suivais également tous les ans les rapports de Dominique Simoneau, qui est la contrôleur générale des lieux de privation de liberté. Mais vous avez voulu aller vous voir, vérifier sur le terrain. Donc oui, racontez-nous un petit peu la genèse parce que bon, c'est pas évident de se faire passer pour un fou quand même. Enfin, ça dépend des gens, mais non, c'est pas évident. Je me suis renseigné, j'ai rencontré des malades, je me suis renseigné, j'ai vu des documentaires, voilà, pour être vraiment dans la peau du personnage que je voulais incarner devant le psychiatre. Et puis Donc vous êtes entraîné pour aller voir un psychiatre. Voilà, exactement. Vous l'avez trouvé sur Internet. Vous avez choisi un psychiatre bien noté, c'est ça? Oui, c'est ça, spécialisé dans la schizophrénie, puisque c'est le rôle que je voulais incarner. Et je m'attendais à ce que ça dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que ça prenne beaucoup de séances. En fait, au bout de 12 minutes, le psychiatre a décidé de me faire interner. 12 minutes. Voilà, le diagnostic a été très rapide. J'ai bien joué la comédie. Oui. Après, je veux pas accabler ce psychiatre, ni les psychiatres en règle générale. Je pense qu'il y a une responsabilité pénale aujourd'hui qui peut engager les psychiatres. Donc, ce psychiatre a considéré que je représentais un danger pour mon intégrité ou celle des autres. Oui, il faut préciser qu'ils sont quand même responsables si vous arrive quelque chose. Exactement. C'est pour ça que je veux pas accabler cette profession et que les psychiatres, tout comme les infirmiers que j'ai pu rencontrer, sont victimes du système, donc d'un système qui ne jure que par le traitement, mais d'un système aussi à bout de souffle et de moyens. La psychiatrie, c'est un secteur sinistré. On va en parler. Alors, vous commencez quand même votre livre en disant aux gens que j'ai trompés, à qui j'ai menti et hontément, à ceux qui me le pardonneront, parce que c'est vrai qu'il y a une question éthique qui se pose. Vous n'êtes pas le premier, c'est vrai, à vous infiltrer comme ça dans un hôpital psychiatrique, mais ça interroge. Il y a une question éthique, évidemment, et je me suis posé la question et j'ai ressenti de la culpabilité. Maintenant, l'infiltration, c'est emmener le lecteur là où il ne peut pas aller. Mais après, avec cette culpabilité, en fait, j'ai décidé très rapidement de reverser une partie de mes droits d'auteur à une association qui intervient en hôpital psychiatrique, justement. Voilà, ça me décharge une partie de la culpabilité, mais évidemment, c'est une démarche journalistique avant tout. Donc 12 minutes, vous vous retrouvez avec votre ordonnance, direction l'hôpital psychiatrique. Alors là, ça n'a pas été du premier coup, il y a eu une première tentative, et puis l'admission, et là, c'est pour ceux qui connaissent ce film mémorable, Vol au-dessus d'un nid de coucou, vous arrivez dans un monde complètement surréaliste. Oui, surréaliste. Je pense que personne ne peut se douter du drame qui se passe derrière ces murs. C'est un bâtiment, personne ne peut soupçonner d'ailleurs que c'est un hôpital psychiatrique. Il y a à peine écrit. Et oui, je suis arrivé dans un monde que je ne connaissais pas et que personne ne connaît. Et en fait, c'est le but de cet ouvrage. C'est témoigner du quotidien. Qu'est-ce que vous voyez quand vous arrivez ? Je vois des murs aseptisés, je vois des couloirs vides et je vois des gens qui font les 100 pas. C'est ce qui m'a marqué vraiment le plus, c'est l'ennui. Il y a une télé qui ne fonctionne pas, il y a 4 chaises, il y a un baby-foot 100 balles et il y a une odeur de mort, une odeur d'ennui. C'est absolument sinistre. Et il y a un psychiatre qui me disait que après, parce que dans l'ouvrage je fais intervenir des psychiatres, il me disait que la psychiatrie c'est la seule spécialité qui pense qu'on va soigner les gens en les enfermant derrière les murs. Oui, que vous dites clairement c'est une prison.
C'est une prison, c'est une prison. D'ailleurs, je pense que c'est pas anodin que Dominique Simoneau, tous les ans, fassent un rapport sur les lieux de privation de liberté et qui est les prisons, tout comme les hôpitaux psychiatriques. Maintenant, ce que disait Nelly Bly en 1880, la différence entre un détenu et un patient, c'est que le détenu, lui, connaît la durée de sa peine. Il y a des entretiens avec les psychiatres, mais très peu finalement, et très froid. C'est très froid et en effet c'est 2 fois 5 minutes par semaine. Seulement. Seulement. Et donc en fait pour beaucoup de patients que j'ai rencontrés, à qui j'ai parlé, c'est juste c'est expédié en 5 minutes, c'est juste pour dire bon ça va, on continue le traitement. Il y a des gens que j'ai rencontrés qui étaient là depuis 1 an, depuis 2 ans. Alors, ce qui frappe aussi, c'est que vous devenez clairement, la plupart du temps, un numéro de chambre. On ne vous appelle même plus par votre nom. Oui, pour moi, les patients qui sont hospitalisés aujourd'hui, déjà, ils ont été invisibilisés par la société, on les met à l'écart, ils sont mis au bord de la société. Mais dans l'hôpital psychiatrique, c'est pareil, ce sont des numéros de chambre. Je trouve qu'il y a quelque chose de très déshumanisant, en fait, dans ces pratiques-là. Mais ça vient d'où? Ça vient du système ou ça vient quoi? D'un manque de moyens, d'un manque de formation du personnel? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive justement à déshumaniser alors qu'il y aurait un besoin majeur d'humanité dans ce cas précis? Oui, et tous les psychiatres, enfin la majeure partie des psychiatres le disent. Je pense que aujourd'hui c'est un système c'est ce qu'on me disait après, ce que les psychiatres me disaient, c'est un système qui ne jure que par le traitement, que le médicament a pris le dessus sur l'humain. Mais ça n'arrange personne. C'est pour ça que je veux pas accabler les psychiatres. C'est un système qui, faute de moyens financiers, sauf de moyens humains, va utiliser les médicaments, les traitements. Mais tout le monde a envie, les psychiatres, tout comme les patients, ont envie de plus d'accompagnement, de plus de psychothérapie, une écoute, une bienveillance. Mais le problème, c'est que l'hôpital psychiatrique, comme les médicaments, c'est une solution d'urgence et c'est pas une solution pérenne. Vos comparses, là, vous en parlez beaucoup parce que c'est aussi une expérience de plein de rencontres, des rencontres humaines. Ils vous le formulent, ça, ils auraient besoin d'écoute avant tout? Et peut-être de moins de médicaments où ils sont finalement complètement embués dans leur traitement chimique? Ils sont embués dans leur traitement qu'ils prennent matin et soir. La plupart d'entre eux ne savent pas d'ailleurs ce qu'ils prennent. Je leur posais la question, ils ne savent pas le nom des médicaments, mais ils les prennent très docilement, ils sont très résignés. Après oui, j'ai remarqué, et je leur ai posé la question, évidemment ils ont besoin d'être écoutés. Ils ont besoin d'être écoutés, et puis ils ont besoin d'être aidés également. D'être aidés. Ce qui m'a marqué également, ce sont tous ces patients qui marchent pieds nus dans les couloirs, dans la cour, dans une cour pleine de crasse, qui ont les pieds noirs, qui n'ont pas de chaussures, qui n'ont pas de chaussettes, qui ont simplement le pyjama bleu qu'on leur a donné à l'entrée. Donc ils ont besoin d'une bienveillance, d'une écoute, et puis ils ont besoin d'affaires, ils ont besoin qu'on les aide. Et vous dites d'ailleurs qu'il y a très peu d'affaires, il y a très peu de moyens. À un moment donné, il y a un des patients qui se blesse et là, il y a rien pour le soigner. Il s'ouvre la cheville dans l'escalier et il y a rien. Il y a rien, et à ce moment-là, il va prendre du papier toilette pour essayer d'éponger son sang, et j'ai essayé de l'aider. Et les infirmiers sont complètement dépassés. D'une part, ils sont pas assez nombreux. Il y a plus de formation en psychiatrie dans le diplôme infirmier depuis quelques années. Donc ils sont pas formés. Ils font des horaires pas possibles, ils sont extrêmement mal payés. Ça, c'est aussi un vrai scandale. Donc les patients, in fine, sont complètement délaissés. Alexandre Massé-Dubois, vous parlez de médicaments. C'est le recours systématique aux médicaments. Et d'ailleurs, vous-même, vous arrivez, on vous donne un calmant, mais on vous laisse pas le choix pour dormir. Sauf qu'on oublie de vous parler des effets secondaires. Exactement. Et c'était du Tertior. C'est un très lourd psychotrope qu'on donne à tous les patients. Après, je pense que le médicament peut être utile en cas de crise, mais c'est pas une solution à long terme. Et je pense qu'il faut aussi prévenir les patients des effets secondaires. J'ai vu un soir un homme arriver à l'hôpital. Alors certes, je venais sûrement de faire une crise, mais il était en bonne santé, il était bien. Pendant une semaine, je l'ai vu par terre, la langue pendante, bavant.
ne pourra plus se nourrir. Je pense que, encore une fois, le médicament, ça doit être une solution d'urgence. Mais après, il faut un accompagnement. Oui, ça veut dire que vous pouvez à peu près entrer un peu fou et sortir très fou de ce genre d'endroit? Oui, et ça, c'est pas moi qui le dis. Il y a beaucoup de psychiatres. Il y a le psychiatre Roger Gentis qui disait ça. Oui, que vous citez dès le départ, d'ailleurs, effectivement. En 1976, qui comparait l'asile psychiatrique à une fabrique à fous. Sauf que ça n'a pas changé en presque 50 ans. On n'a pas fait de progrès. Ça n'a pas changé, c'est ce que dénoncent les psychiatres. Il y a un autre psychiatre, je vais citer un autre psychiatre qui s'appelle Jean Houry, qui disait en 98 qu'il fallait soigner l'hôpital avant toute chose, avant de soigner les malades. Pour soigner les malades, il faut soigner l'hôpital. Il y a aussi la question du consentement, parce que tous ces médicaments, à un moment donné, est-ce qu'on accepte de les prendre ou voilà, on est interné puis on n'a pas le choix? Je pense que beaucoup n'ont pas le choix, ou alors que beaucoup ne sont pas au courant non plus de leurs droits. Moi, je suis rentré en soins libres. Il y a plusieurs types d'hospitalisation. Oui, il y a deux statuts juridiques, soins libres et. Après, il y a les soins sous contrainte. Donc, il y a la demande d'un tiers. Il y a l'hospitalisation d'office. Alors la demande d'un tiers, ça veut dire quoi? Moi, mon mari m'ennuie à la maison, je le trouve un peu dingue, je peux l'envoyer en hôpital psychiatrique comme ça, ou c'est plus complexe? C'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus complexe. Non, il faut un avis médical, mais il y a beaucoup. Oui, apparemment en 12 minutes on vous envoie à l'asile, donc ça interroge. J'ai rencontré un patient qui avait tout juste 18 ans, que son père avait fait interner parce que voilà, sur la base d'un certificat médical, on lui avait dit qu'il était schizophrène. Je l'ai rencontré le premier soir, il m'a dit je ne suis pas malade. Voilà, il m'a dit je ne suis pas malade, je ne suis pas fou, je ne suis pas schizophrène. Et pourtant, il avait été hospitalisé à la demande de son père. Et il est resté, il est peut-être encore, parce que on lui a donné des traitements extrêmement lourds dès le début. On continue à parler de cette expérience folle avec vous dans quelques instants, Alexandre Massé-Dubois. Oui, et puis surtout avec vous, chers auditeurs, comme d'habitude, 0826 300 300, on attend vos réactions au standard, et puis réagissez sur Facebook, sur YouTube, ou en direct à la radio, 0826 300 300. À tout de suite. On se retrouve en direct sur Sud Radio avec Alexandre Massé-Dubois, auteur de En devenir fou aux éditions Phébus. Alexandre Dubois qui est journaliste et qui s'est fait passer pour un fou et qui a passé une semaine donc dans un hôpital psychiatrique. 0826 300 300 et les auditeurs réagissent, Esteban. Oui, puisque nous avons un appel d'Alexis qui nous appelle depuis Puteaux en région parisienne. Bonjour Alexis. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, on vous écoute Alexis. Alors, moi j'avais une question pour Alexandre. Est-ce que tu as parlé de pérennité dans ton discours? Est-ce que tu as entendu parler de la paire-aidance entre citoyens qui sont passés par l'hôpital psychiatrique et qui s'entraident? Souvent ils ont la même pathologie et ils s'entraident entre eux dans la vie de tous les jours et dans des associations. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Bonjour Alexis, j'en ai entendu parler, oui, parce que j'ai beaucoup discuté avec des associations qui interviennent en milieu psychiatrique, mais aussi des associations qui veulent remettre l'usager au centre du débat finalement. Au centre du système. Donc j'ai entendu parler de cette initiative. En effet, il y a des initiatives qui existent et en effet qui permettent finalement d'écouter le patient, d'écouter l'usager de la psychiatrie. Et c'est une manière, en effet, pour moi, de remettre le patient au centre du système, de l'écouter. Merci en tout cas, merci Alexis. Merci. D'autres auditeurs réagissent, Esteban, c'est un sujet qui semble passionné. Ouais, pas mal de réactions ce midi puisque nous avons Nadine qui nous appelle depuis Bordeaux. Bonjour Nadine. Bonjour. Voilà, moi je vous appelle parce que j'ai connu cette affaire de psychiatrie, j'aurais jamais cru d'ailleurs. C'est ma jeune fille qui était pas bien et qui est venue à un psychologue. La psychologue elle lui a parlé plusieurs fois et j'ai essayé de lui parler aussi. Elle a jamais voulu m'écouter. Moi, j'ai jamais voulu que je participe aux entretiens de ma fille et elle l'a envoyé voir un psychiatre depuis et ça a été un engrenage d'anxiolytiques. Les anxiolytiques ont fait qu'elle a baissé, on a baissé parce qu'on a vu qu'on nous a dit faut faire attention avec les anxiolytiques. Elle s'est retrouvée à faire une tentative de suicide.
elle a été hospitalisée, engrenage. Après, il y a eu des médicaments très lourds et maintenant le neuroleptique, vous voyez. Et en fait, moi, je me suis posé des questions, mais qu'est-ce qui a fait que, parce que c'est une jeune fille qui avait travaillé, enfin sérieuse. Et en fait, j'ai avec des médecins qui m'ont fait faire des tests. Elle a la maladie de cœliaque. C'est pour ça qu'elle se sentait pas bien dans sa tête. Elle avait des problèmes. Oui, tout à fait, madame. Oui. C'est horrible. Ils n'ont jamais fait de recherche. J'ai dit à psychiatre, écoutez, faites des recherches. Elle est intolérante à beaucoup de choses. Au blé, elle est intolérante au lactose et elle se sentait petite, elle n'était pas très bien des fois. Elle avait, je voyais à ses yeux, elle avait des creux, elle manque, enfin, elle a des anémies un peu. Et non, elle me rigolait au nez, la psychiatre, et effectivement, maintenant, elle a des neuroleptiques. En fait, elle était allergique, c'est ça, tout simplement? Intolérante, mais c'est comme des allergies, si vous voulez. Oui. C'est intérieur, en fait, c'est provoqué par des problèmes de tête, de mal de tête, ou d'être pas bien. On n'est pas bien quand on a des maladies. Sauf qu'on l'a bourré de calmants. Eh ben en fait, ils n'ont jamais recherché vraiment ce qu'elle avait vraiment. Et oui, elle a des intolérances assez importantes. Moi, j'essaye de l'enlever le pain, enfin tout ce qui est pain et lactose, parce que tout ce qui est, j'ai fait des examens très très approfondis par un médecin qui m'a dit faites-lui ça, et j'ai l'intolérance, l'association d'intolérance m'a dit qu'effectivement ça peut provoquer des schizophrénies. Dans son cas, effectivement, ça lui donne des schizophrénies. Mais c'est pas lié à une maladie. C'est une maladie qui est faite d'intolérance. Vous voyez, d'intolérance qui si elle enlève tout, elle guérira, quoi. Mais c'est très difficile à. Voilà. Oui. Et merci, Nadine. Ils veulent pas rechercher. Merci Nadine, en tout cas de votre témoignage. Alexandre, ça pose évidemment plein de questions, ça interroge le manque de moyens, parfois de l'amateurisme peut-être, et aussi la dépendance à ces médicaments. Vous en avez vu justement sortir de là et être complètement dépendant Oui, enfin j'ai reçu beaucoup de témoignages depuis la sortie du livre, et j'ai rencontré quelqu'un qui me disait qu'il avait passé 20 ans en hôpital psychiatrique, et il en est sorti, et il y a eu un suivi, un accompagnement, et il m'a dit j'ai perdu 20 ans de ma vie. Donc encore une fois, l'hôpital psychiatrique, ça doit être une solution d'urgence, mais derrière il faut qu'il y ait un accompagnement. Mais on en sort quand même. Pour certains non. Pour certains c'est une prison à vie. Moi j'ai eu la chance de sortir très rapidement, mais certains y sont encore. Tous les gens que j'ai pu rencontrer qui m'ont apporté qui était d'une humanité absolument incroyable. Certains y sont peut-être encore. La psychiatrie. C'est un secteur vraiment sinistré. La psychiatrie, c'est 30% de postes vacants. C'est une fermeture de 60% des lits depuis 40 ans. Il y a une crise de vocation, il y a une crise de formation. Et il y a un recours aux médicaments à tout prix. C'est pas uniquement dans les hôpitaux psychiatriques. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques années. La consommation d'antidépresseurs chez les enfants entre 6 et 17 ans a augmenté de 70%, 62% entre 2014 et 2021. Mais vous dites à un moment donné dans votre livre que c'est finalement pas un problème tant que ça d'argent, mais de mauvaise gestion des deniers. C'est qu'on devrait faire tout simplement autrement. On rappelle quand même que la santé mentale, c'est le premier poste de l'assurance maladie. Exactement. C'est près de 24 milliards d'euros par an. Alors c'est pas moi qui le dis, ce sont les psychiatres. C'est un psychiatre, Vincent Girard, à Marseille, qui me disait qu'il y avait une mauvaise utilisation, qu'il y avait un pognon de dingue, mais qu'il y avait une mauvaise utilisation des deniers publics, qu'il y avait beaucoup de bureaucratie, qu'il y avait beaucoup de rapports à faire. Et c'est vrai que je voyais au quotidien les infirmiers qui n'avaient pas le temps de s'occuper des patients et qui passaient leur temps à faire des rapports. Donc je pense qu'en effet, c'est au-delà d'un manque de moyens, c'est aussi un système, tout un système qui ne jure que par le médicament. On imagine à quel point ça doit être aussi difficile pour ces personnels qui doivent être, qui sont là certainement par empathie aussi, parce qu'on n'est pas là par hasard et qui sont finalement impuissants. Exactement. Et à la fin de l'ouvrage, je fais intervenir une infirmière qui m'explique qu'elle, c'était son rêve d'être infirmière en psychiatrie, mais qu'elle a été dégoûtée par le milieu, par le système, dégoûtée par les médicaments.
par ce système-là. C'était son rêve et elle m'a expliqué que le soin avait pris le dessus, avait remplacé le prendre soin. Donc voilà, que dans ce milieu, ça n'arrange personne et tout le monde est victime, les psychiatres, les infirmiers et les patients, tout le monde est victime de ce système et du manque de moyens. Je le disais tout à l'heure, il y a eu aussi des rencontres. Quels étaient le profil, entre guillemets, des personnes que vous avez rencontrées dans cet hôpital? Ça allait de 18 à 75 ans, ça peut être... C'était des personnes qui auraient pu être mes parents, mes amis, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de profil type. Ce qui est sûr, c'est que les gens que j'ai rencontrés m'ont apporté énormément de choses. Et l'ouvrage leur est dédié parce que si ça peut faire... évoluer les mentalités et si ça peut faire réaliser. Ça veut dire, vous dites, ça peut être vous, moi, mes parents, ça veut dire quoi? Que tout le monde peut basculer à un moment donné? Il y avait un ancien millionnaire, vous le décrivez, qui... Exactement. Aujourd'hui, il y a une personne sur 4 qui est touchée dans sa vie par des problèmes de cet ordre-là. Donc tout le monde peut être concerné. Comme l'enquête de Victor Castanet sur les EHPAD, finalement, c'est une problématique qui nous touche tous, la psychiatrie. Merci en tout cas, Alexandre Massé-Dubois. Je rappelle le titre de votre ouvrage, En devenir fou, aux éditions Phébus, dans la peau d'un schizophrène. En tout cas, vous en êtes sortis et voilà, bon courage à ceux qui y sont et à ces soignants qui sont extrêmement courageux. En tout cas, merci à vous. Merci beaucoup.